Bonjour. Comme vous avez pu le constater, nous avons été sages comme des images, mais ça ne suffit pas pour nous retrouver. Après la librairie de Sainte-Savine et la médiathèque de Troyes, nous revenons à notre lieu d'ancrage, à Saint-André-les-Vergers. J'en profite pour remercier la municipalité et l'équipe de Gérard Philippe qui nous ont accueillis depuis 6 ans régulièrement à la Grange, autour du Zinc. Bon, Covid excepté, bien entendu. Voilà. Je remercie Madame la bibliothécaire de Saint-André de nous accueillir ici pour continuer notre liste de cadeaux de Noël qui vont durer plus longtemps que Noël, c'est-à-dire les livres. Aujourd'hui, 100% féminin, les lectrices, les autrices et les héroïnes des livres. Irène Frein, un crime sans importance. Les faits, le peu qu'on en a su pendant des mois, ce qu'on a cru savoir, les rumeurs, les récits. Sur cette affaire, longtemps, l'unique certitude fut la météo. Ce samedi-là, il a fait beau. La rentrée scolaire avait eu lieu le lundi précédent, mais les rues, d'heure en heure, reprenaient un air estival. Une lumière limpide, pas un souffle de vent. Dans les commerces et sur les parkings des hypermarchés, où les habitants de la ville font rituellement leurs courses du week-end, on pointait le ciel lorsqu'on croisait ses amis ou ses voisins. On parlait d'été indien. L'agresseur, a-t-on assuré, s'est introduit dans la maison en plein jour. On ignore à quelle heure. Pour trancher, il faudrait prendre connaissance du rapport du policier qui a dirigé les investigations. Celui-ci, malheureusement 14 mois après les faits, ne l'a toujours pas remis au tribunal. On dispose toutefois d'informations livrées par l'homme qui a découvert la victime. Lors d'un entretien téléphonique avec un membre de la famille, il a déclaré que ça s'était passé en fin d'après-midi. Le maire de la ville, lui, 15 mois plus tard, croyait se souvenir que le meurtre s'était produit le matin. Certains habitants du lotissement où vivait la victime connaissaient pourtant ses habitudes. L'un d'entre eux, en tout cas d'après les bruits qui ont couru plus tard, a livré aux enquêteurs une information qui aurait soulagé l'homme au chien. Méfiante, jalouse de sa solitude, la victime n'ouvrait pas au premier venu et refermait scrupuleusement ses volets avant la nuit pour ne pas les déverrouiller au matin. Or, quelqu'un aurait remarqué qu'il serait resté ouvert le samedi soir. D'où l'hypothèse qui se répandit dans la ville. L'agression avait eu lieu en plein jour et en fin d'après-midi. La fin d'après-midi, admettons. Encore faudrait-il savoir ce que la victime a fait de sa journée. La police a sûrement son idée sur la question. Selon l'article publié par le journaliste le mardi suivant, de minutieux relevés furent effectués dès la découverte du drame. Mais comme le rapport du chef d'enquête est encore sous le boisseau, le mystère reste entier, sauf sur un point qu'on doit toujours au fils de la victime. Lors de la conversation téléphonique qu'il eut avec sa parente, il mentionna qu'au moment de l'agression, sa mère était absorbée par la confection de sachets parfumés. Elle cultivait de la lavande dans son jardin, précisa-t-il. Il l'avait aidée à la récolter le dimanche précédent, après un déjeuner de famille. Elle l'avait fait sécher pendant la semaine. Le samedi du meurtre, après avoir soigneusement égrené les minuscules sommités florales, elle avait entrepris d'en bourrer des petits sachets qu'elle avait confectionnés. Elle était douée de ses mains. Selon son fils, elle se trouvait dans sa cuisine au moment de l'effraction, d'où les sachets et les fleurs qu'on y découvrit, abandonnés sur la table comme ils étaient lorsqu'elle entendit le fracas de la vitre brisée, ou qu'elle sentit une présence inconnue, ou que l'agresseur surgit devant elle. Là encore, on ne savait pas. La maison, le quartier. Pourquoi à son domicile et en plein jour s'était-elle retrouvée, selon la formule consacrée, au mauvais moment et au mauvais endroit?